Tia Sharp est une jeune fille de 12 ans vivant en Angleterre. Alors qu'elle était seulement âgée de 12 ans, elle s'est rendue à une soirée chez ses grands-parents, qu'elle aimait d'ailleurs énormément. Elle a alors passé la nuit avec son grand-père pendant que sa grand-mère était au travail. Mais le lendemain matin, elle n'était tout simplement plus là. Son corps sera retrouvé peu de temps plus tard et un suspect se dessinera rapidement. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Tia Sharp, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la triste histoire de Tia Sharp, une jeune enfant de 12 ans. Et vous allez voir, son histoire est totalement dingue et vraiment bouleversante. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous dire que cette vidéo est sponsorisée. Alors oui, vous commencez à connaître la marque Oli, mais je ne vous ai pas encore tenu au courant des nouveautés que vous pouvez retrouver sur le site. Oli, c'est donc des boissons énergisantes véganes, sans sucre, avec des colorants et arômes naturels, mais aussi des thés glacés boostés en antioxydants. Mais à présent, Oli se lance dans une toute nouvelle gamme de boissons qui vise à une hydratation maximale. Ces nouvelles boissons isotoniques sont parfaites si vous faites du sport. Avec elles viennent également 3 nouveaux goûts: pamplemousse rose, kiwi fraise et pêche blanche. C'est bon et c'est beaucoup plus sain que des boissons sportives artificielles. C'est vraiment le moment de vous lancer car pour l'instant, à l'achat de ces nouveaux packs de lancement, la marque vous offre différents cadeaux comme des shakers thermiques ou même des t-shirts. Mais attendez, parce que c'est pas la seule nouveauté de chez Oli. Le temps des fêtes arrive et Oli a décidé de lancer son propre calendrier de l'Avent. Pendant 24 jours, tu pourras goûter différents goûts des boissons énergisantes proposés par la gamme, mais aussi différents thés glacés et également de tout nouveaux produits. Avec ton calendrier, Oli t'offre également une jolie bouteille en verre en édition limitée. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profitez dès maintenant de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code Phoenixia5 et avec le code Phoenixia, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Aussi, les boissons sont livrables partout dans le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour en barre de description si vous voulez me soutenir la marque. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette histoire. Tia Sharp est née le 30 juin 2000 à Croydon, dans le sud de Londres, et a grandi avec sa mère, Natalie Sharp, mais aussi en grande partie avec sa grand-mère, Christine Bicknell. Christine était d'ailleurs serveuse dans un bar dans le sud de Londres. Pour ce qui est du père de Tia, Stephen Carter, il est malheureusement parti un peu avant sa naissance et n'a alors jamais vraiment voulu rencontrer sa fille. En 2003, Nathalie, donc la maman, va rencontrer un homme du nom de Stuart Hazel qui était âgé de 27 ans à l'époque. Elle était en fait allée dans le bar où sa mère Christine, donc la grand-mère de Tia, travaillait et avait commencé à discuter avec cet homme. Ils étaient alors tombés amoureux et tout avait ensuite été très vite. Les deux avaient vécu une histoire d'amour pendant 2 semaines seulement, mais finalement ils se sont séparés. Ça aurait pu s'arrêter là, on aurait pu ne plus entendre parler de Stuart dans cette histoire, mais 4 ans plus tard, en 2007, Stuart va refaire irruption dans la vie de la petite famille, mais cette fois, il s'était lancé dans une aventure amoureuse avec Christine, la grand-mère de Tia, et non plus avec Nathalie, donc sa mère. Là encore, la relation entre les deux a vraiment très vite progressé parce qu'après 1 semaine seulement après s'être mis en couple, Stuart a emménagé dans la maison de Christine qui se situait dans la ville de New Addington, là encore dans le sud de Londres, au numéro 20 de la rue The Lindens. Je trouve ici que Christine a eu un comportement quand même un peu bizarre. Déjà, c'est étrange de sortir avec un homme qui était sorti auparavant avec sa propre fille, mais surtout, Christine est sortie avec un homme qui venait de sortir de prison. En fait, Stuart avait purgé une peine de prison après avoir été reconnu coupable d'infractions très graves. En 2002, il avait en fait été accusé de voies de fait à caractère raciste et en 2003, il avait été accusé de trafic de cocaïne. Mais donc même en sachant tout ça, Christine a quand même voulu sortir avec Stuart, mais en plus de ça, elle l'a vraiment intégré au sein de sa famille
alors qu'en soi c'était un homme tout de même assez dangereux. D'ailleurs en 2010, donc alors que Stuart sortait toujours avec la grand-mère de Tia, il a été à nouveau accusé, cette fois pour détention d'une machette dans un lieu public, et pour ça il a de nouveau été condamné à 1 an ferme de prison. En parallèle de tout ça, Natalie, donc la mère de Tia, s'était elle aussi trouvée un nouveau petit ami, et en 2010, elle avait donné naissance à un petit garçon. Tia était d'ailleurs très heureuse de devenir grande sœur. Voilà un petit peu la situation, mais maintenant faisons un bond de 2 ans jusqu'à l'année 2012. À ce moment-là, Tia avait 12 ans et était une petite fille qui semblait heureuse, qui aimait les films, la musique, elle aimait chanter. D'ailleurs, pour l'anecdote, sa mère lui avait acheté un téléphone BlackBerry et elle s'en servait comme un micro pour faire des petits concerts à sa famille. Je trouve que ça montre pas mal à quel point Tia était une jeune fille très éveillée et avec un grand penchant pour tout ce qui était artistique. Elle adorait chanter, jouer à la comédie, mais aussi elle rêvait de devenir actrice. D'ailleurs, elle était très fan de l'émission X Factor et passait tous ses samedis à la regarder. Au niveau de sa personnalité, Tia était une jeune fille solaire qui égayait vraiment le cœur des gens. Sinon, une particularité physique qu'elle avait, c'est qu'elle était assez petite. À 12 ans, elle mesurait seulement 1,35 m. Donc clairement, les gens qui la voyaient, ils pouvaient croire qu'elle était beaucoup plus jeune que 12 ans parce que vraiment, vu sa petite taille, on aurait dit que c'était vraiment un enfant, quoi. Mais sinon, pour vous reparler de Stuart, en 2012, lui, il sortait enfin de prison. Il a alors réemménagé avec la grand-mère de Tia et là, il faut se rendre compte que ça faisait des années que Christine et Stuart étaient ensemble. La prison ne les avait pas séparés, leur couple semblait solide et vraiment l'histoire que Stuart avait eue avec Natalie quelques années auparavant était loin derrière eux, ils n'en parlaient plus et c'était vraiment Stuart et Christine qui étaient ensemble et qui étaient un petit peu devenus en fait les grands-parents ensemble de Tia. Natalie de son côté était aussi très heureuse en fait au final du couple que sa mère faisait avec Stuart et elle était aussi très reconnaissante de la manière dont Stuart s'occupait de Tia. Natalie prendra d'ailleurs la parole sur Stuart en disant « Il était doux, gentil et amical, il n'y avait pas 1 centimètre de mauvais os en lui. » Tia aussi d'ailleurs semblait vraiment adorer Stuart qu'elle considérait comme son grand-père, comme je vous l'ai dit. Et d'ailleurs Christine, donc la grand-mère de Tia, dira de lui « Il semblait être le gars parfait, il était affectueux, génial avec les enfants, bon à la maison avec les tâches ménagères. » En soi, d'un point de vue extérieur, tout semblait être rose dans la vie de la petite famille. Mais bon, si on cherche un petit peu, les choses étaient un peu plus compliquées que ça. Stuart baignait tout de même dans le crime et je pense qu'en soi, la mère et la grand-mère de Tia étaient au courant. Je ne sais pas si elle aussi faisait des choses illégales ou quoi que ce soit, mais vous allez voir qu'il va quand même y avoir quelques accusations assez graves contre elle. En fait, entre 2008 et 2011, les services sociaux ont été contactés à multiples reprises au sujet de la situation du bien-être de Tia au sein de sa famille. Ils ont en fait été accusés de toxicomanie et de violence domestique. Je ne sais pas vraiment qui a prévenu les services sociaux, je me dis que c'était peut-être l'école dans laquelle Tia était, mais en tout cas, eux, ils ont pris leur rôle très au sérieux, ils ont vraiment essayé de sauver en quelque sorte Tia de cette famille qui, selon eux, n'était pas un environnement calme et bienveillant pour un enfant, mais malheureusement, si on peut dire ça, ils n'ont pas réussi à la sortir de là et finalement, eh bien, Tia est restée vivre avec sa famille comme si de rien n'était. J'ai pas trouvé plus d'informations par rapport à toutes ces accusations, donc je ne sais pas à quel point la situation était grave, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est restée vivre avec eux. Mais à présent, plongeons-nous au tout début du mois d'août 2012. Nathalie avait en fait dit à sa fille qu'elle pouvait inviter 3 amis à la maison pour une soirée pyjama, mais Tia avait finalement dit qu'elle avait envie d'autre chose et qu'elle préférait aller passer la soirée chez ses grands-parents. Il faut savoir que Tia adorait vraiment aller chez eux. D'ailleurs, en général, elle passait beaucoup de temps là-bas et ce qu'elle aimait beaucoup chez eux, c'est qu'elle avait sa propre chambre avec même une PlayStation à l'intérieur, donc pour elle, c'était le paradis. Autre chose qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en règle générale, quand Tia était chez eux, elle savait qu'elle pouvait profiter de sa grand-mère Christine la journée, mais qu'en soirée, elle partait travailler dans son bar. Donc le soir, elle restait seule avec Stuart, mais ça la dérangeait pas du tout parce que justement, elle s'amusait toujours bien avec lui, c'était un petit peu le grand-père cool, il rigolait beaucoup, elle l'aimait beaucoup. Mais donc pour en revenir à cette soirée pyjama que Tia voulait passer chez ses grands-parents, c'était prévu pour le 2 août 2012.
Tia avait vraiment hâte et d'ailleurs elle avait envoyé plusieurs messages à ses grands-parents afin de les prévenir. Et Stuart lui avait même répondu par message en disant que sa grand-mère partirait sans doute au travail assez tôt dans la soirée mais que c'était pas grave, qu'elle pouvait venir et qu'ils s'amuseraient bien tous les deux. Le 2 août est alors arrivé et en fin d'après-midi, Nathalie a déposé sa fille dans le tram qui la menait directement près de la maison de ses grands-parents. Sur place, c'est Stuart qui est venu la chercher et ensemble ils ont été faire des courses pour la soirée et le lendemain, d'ailleurs des caméras de surveillance les ont filmés tous les deux à l'intérieur du magasin. Ils sont ensuite rentrés à la maison et Stuart a alors commencé à préparer le souper. Pendant ce temps-là, Christine, la grand-mère de Tia, a alors téléphoné pour savoir comment tout se passait et là Stuart a dit qu'il était en train de préparer le souper et que Tia, elle était dans sa chambre en train de jouer à la PlayStation. D'ailleurs, Christine, donc la grand-mère, dira qu'elle avait entendu au téléphone les petits rires de sa petite fille. Clairement, elle sentait que l'ambiance avait l'air bonne, tout le monde avait l'air de s'amuser, c'était très bien. Malheureusement, eh bien, ce sera la dernière fois que Christine entendra les rires de sa petite fille. Mais continuons la chronologie de cette soirée. À 22h12, Stuart a envoyé un message à Christine qui disait « Tia va se coucher après Family Guy, puis moi je vais juste m'évanouir ». Là, ça laissait donc présager que la soirée se terminait et que les deux allaient aller dormir. Le lendemain matin, eh bien Christine va enfin rentrer de sa nuit au bar. Elle est vraiment rentrée assez tôt quand même dans la matinée, mais quand elle est arrivée à la maison, elle va voir Stuart qui était réveillé, mais Tia, elle n'était pas là. Elle va alors demander à Stuart où était sa petite fille, et Stuart va lui répondre qu'en fait Tia avait une amie dans la ville et qu'elle avait demandé pour aller passer un bout de la matinée avec elle, donc Stuart lui avait donné l'autorisation. En gros, ce qu'il voulait dire, c'est que Tia était quelque part dans le quartier en train de jouer et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ça n'a pas vraiment étonné Christine et après ça, elle a simplement été se coucher. Mais voilà, à 18h ce soir-là, Tia n'était toujours pas rentrée. À partir de là, Christine, donc sa grand-mère, a quand même pas mal commencé à s'inquiéter, surtout que, eh bien, Tia n'avait pas pris à manger avec elle, elle était partie depuis tôt le matin, elle devait avoir faim, donc elle se dit, il y a quelque chose qui va pas, peut-être qu'elle est perdue ou peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle a alors appelé sa fille, Nathalie, pour demander si elle n'était pas revenue chercher Tia entre-temps, mais Nathalie a dit que non. Et c'est là que la panique va vraiment commencer à s'installer. Nathalie n'a vraiment pas voulu perdre de temps et elle est montée dans le tram pour arriver jusqu'à la maison de sa mère, Christine, et de Stuart. Et ensemble, ils ont commencé à chercher Tia. Donc là, tous les trois sont montés dans une voiture et sont partis fouiller les environs au cas où elle serait dans la rue en train de jouer avec une amie. Mais voilà, à 22h ce soir-là, Tia était toujours introuvable et tous les trois ont pris la décision de contacter la police pour signaler sa disparition. Les enquêteurs vont prendre cette affaire très au sérieux et dans un premier temps, ils vont nommer Stuart comme personne d'intérêt dans cette disparition vu qu'il avait été la dernière personne à voir Tia en vie. Aussi, et bien évidemment, la maison de Christine et Stuart sera fouillée parce qu'il s'agissait du dernier endroit où Tia avait été vue. Mais bon, au final, rien de suspect ne sera trouvé à l'intérieur, alors qu'une douzaine de policiers accompagnés de chiens pisteurs se sont rendus à l'intérieur à 4 reprises. Donc là, évidemment, la police va commencer à spéculer en se demandant si Stuart n'avait pas fait du mal à Tia pendant la nuit lorsqu'ils étaient tous les deux, mais un voisin va venir casser ses doutes. En fait, ce voisin va dire que le matin du 3 août, il avait bel et bien vu Tia en train de sortir de la maison pour aller jouer avec une amie. Il dira avoir vu Stuart lui dire au revoir et Tia s'en aller comme ça toute seule dans la rue. Donc avec ça, ça prouvait que le matin de sa disparition, elle était toujours en vie et que Stuart disait la vérité. La police continuait évidemment à toujours douter un petit peu sur lui, mais c'est vrai qu'avec ce témoignage, eh bien, il y avait beaucoup de doutes de dissiper. Bon, après ça, une semaine va passer, une semaine pendant laquelle les enquêteurs vont parcourir des centaines d'heures de vidéosurveillance, mais là non plus, la police ne trouvera rien leur permettant de savoir où se trouvait Tia. Pourtant, les enquêteurs ont vraiment regardé toutes les images de vidéosurveillance des caméras se trouvant dans tous les transports en commun possibles, mais aussi dans toutes les rues où il y avait des caméras, dans les centres commerciaux, mais il n'y avait pas une seule trace de Tia. C'était comme si elle s'était vraiment évaporée après avoir passé la porte de sa maison. Malheureusement, les enquêteurs ne savaient pas vraiment quoi faire car aucun indice ne semblait avoir été laissé. La seule chose qu'ils ont pu retrouver était le téléphone de Tia qu'elle avait laissé dans sa chambre. Oui, c'était bizarre parce qu'elle le prenait toujours partout où elle allait, surtout là si elle allait dans la ville jouer avec une amie. Mais d'un autre côté, ça pouvait être un simple oubli.
Donc clairement, c'était pas une preuve en soi. De plus, le téléphone a été fouillé et rien d'alarmant n'a été retrouvé à l'intérieur, c'était juste le téléphone d'une jeune ado. Mais là, plus le temps va passer, plus la disparition de Tia va devenir une nouvelle à l'échelle nationale. Sa famille s'est même mise à imprimer des t-shirts, à créer des affiches et des banderoles avec le visage de Tia pour faire connaître sa disparition le plus possible. Par contre aussi, avec la médiatisation de cette enquête, sont venues des spéculations et beaucoup ont commencé à dire que c'était sans doute Stuart qui avait tué Tia. Stuart a évidemment vécu très mal ces accusations et 6 jours plus tard, le 9 août 2012, il a alors décidé de donner sa première interview à la télévision pour essayer de laver son nom. À la télé, il a tout d'abord rappelé que le 3 août au matin, un voisin avait bel et bien vu Tia en train de sortir de chez lui, ce qui était la preuve que ce qu'il disait était vrai. Il va ensuite jurer qu'il n'avait pas fait de mal à Tia et puis il va implorer Tia ou son ravisseur de la ramener à la maison. Les enquêteurs de leur côté vont se procurer cette entrevue et vont alors la faire analyser par des experts du langage corporel. En fait, ils avaient pour but de comprendre si Stuart avait eu un comportement suspect. Et là, effectivement, l'expert notera que le comportement de Stuart ne correspondait pas vraiment à celui d'un membre de la famille inquiet. Il dira aussi que pendant l'interview, Stuart semblait extrêmement animé. En fait, c'était comme s'il essayait réellement de convaincre quelqu'un que son histoire était vraie, mais l'histoire en elle-même semblait répétée. Clairement, l'expert dira qu'il n'avait aucune mimique, aucun geste d'une personne qui semblait être totalement sincère. Donc voilà, avec ça, les autorités vont maintenir Stuart comme principal suspect. Suite à ça, les enquêteurs ont alors décidé de fouiller une nouvelle fois la maison de Christine et Stuart. Cette fois-ci, ils voulaient en plus emmener une équipe médico-légale afin de fouiller la maison à la recherche d'ADN. Mais voilà, avant que cette fouille ait lieu, une chose très étrange va se produire. Le matin du 10 août 2012, donc le lendemain de l'interview à la télé de Stuart, il s'était justement réveillé tôt et avait dit à Christine qu'il allait acheter un journal au petit magasin près de chez eux. En attendant, Christine avait décidé de rester au lit un petit peu plus longtemps. Mais bon, au bout d'un moment, elle s'est réveillée et en sortant de sa chambre, elle a eu l'impression de sentir une odeur assez forte. Plus elle a commencé à bouger dans sa maison, plus elle a compris que l'odeur était de plus en plus forte, elle était partout et elle était particulièrement nauséabonde. Elle s'est alors dit que peut-être ça pouvait venir de son frigo, donc elle l'a ouvert, elle a regardé s'il y avait des choses périmées dedans, mais non, il n'y avait rien. Elle a aussi regardé sous les meubles au cas où il y aurait un animal de mort, mais non, ça semblait pas être ça. Et pour vous dire, elle a même commencé à nettoyer ses canalisations en se disant que peut-être c'était les égouts qui remontaient et qui créaient une odeur vraiment atroce dans sa maison. Mais bon, quelques heures plus tard, la police est arrivée à la maison pour procéder à la fouille et Christine va donc les informer qu'il y avait cette odeur nauséabonde dans toute la maison et qu'elle ne savait pas du tout d'où elle pouvait bien venir. Aussi, je vous précise que Stuart, de son côté, n'était toujours pas revenu de sa petite course au magasin du coin. Mais en tout cas, avec ça, les enquêteurs ont immédiatement eu un mauvais pressentiment. L'équipe va alors essayer de comprendre d'où venait cette odeur et un chien pisteur dressé pour détecter l'odeur de décomposition va être emmené sur les lieux. Et là, en seulement 10 minutes, le chien va mener l'équipe médico-légale jusqu'au grenier de la maison. Une fois en haut, ils feront alors l'horrible découverte du corps sans vie de Tia. En fait, ils vont tout d'abord y voir un ensemble de sacs poubelles noirs scotchés entre eux et qui avaient une forme de corps humain. Ils vont alors s'en approcher et à l'extrémité d'un des sacs, ils ont vu dépasser des petits pieds. Il faut aussi savoir que le grenier de la maison était un tout petit espace confiné où il faisait vraiment très chaud et donc le corps avait eu le temps de se décomposer vraiment très fort et ça expliquait pourquoi il y avait une odeur nauséabonde dans toute la maison. Bon, ce n'est pas tout, dans ce petit grenier, la police va également trouver une chaussure de Tia qui avait été emballée dans du papier journal, mais aussi son haut jaune, son jean, ainsi qu'un emballage de bonbons et ses lunettes qui étaient cassées. Le corps de Tia va alors être évacué de la maison et évidemment les autorités vont expliquer à la mère et la grand-mère de Tia leur horrible découverte. Ça va être vraiment un énorme choc pour elle parce qu'elle se rendait compte à présent que depuis une semaine, elle cherchait Tia absolument partout alors qu'en fait, elle se trouvait à peine à quelques mètres au-dessus de leur tête. Bon, là vous vous demandez peut-être si entre-temps Stuart est rentré de sa petite course. Eh bien
Pas du tout. Des heures après que le corps de Tia fut découvert, il n'était toujours pas revenu et c'est donc là que la police l'a officiellement déclaré comme suspect numéro 1 et une chasse à l'homme a alors été ouverte. Les autorités se sont mises à le chercher dans tout Londres jusqu'à ce qu'enfin il retrouve sa trace sur des caméras de surveillance. On va alors apprendre qu'il s'était rendu à la gare et qu'il avait pris un train en direction du centre de Londres. Là, les autorités vont lancer un message sur toutes les chaînes de radio et les chaînes de télé pour dire à tout le monde d'ouvrir l'œil, que le suspect principal se trouvait dans le centre de Londres et que s'il le croisait, il devait absolument appeler la police. Avec ça, évidemment, ils vont joindre une photo de Stuart, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, tout le monde connaissait son visage. La veille, il avait donné une entrevue à la télé. Tout le monde savait à quoi il ressemblait. D'un autre côté, avec la médiatisation de cette affaire, la nouvelle comme quoi le corps de Tia a été retrouvé va vite circuler et à ce moment-là, de nombreux hommages ont eu lieu. D'ailleurs, pas mal de gens sont venus déposer des fleurs et des ours en peluche à proximité des lieux. Là encore, en parallèle des hommages et de la recherche de Stuart, le corps de Tia sera donc emmené chez un médecin légiste. Pour vous dire, l'état de décomposition du corps était tellement avancé que la police a dit à Nathalie, sa mère, et à Christine, sa grand-mère, qu'elle ne pouvait pas voir le corps de Tia parce que vraiment c'était trop choquant. Le légiste de son côté aura lui aussi beaucoup de mal à comprendre quelle était la cause du décès vu que le corps était en trop grande décomposition et qu'à cause de ça beaucoup de preuves avaient été effacées. Mais bon, ce sera difficile mais pas impossible et le médecin légiste dira que selon lui, la cause du décès était l'étouffement, probablement par un oreiller. Il dira aussi que vu l'état dans lequel était le corps, vu comment elle était décédée, une chose était sûre, il s'agissait bel et bien d'un meurtre et non pas d'un accident. À la fin de cette même journée du 10 août, la police va recevoir un témoignage important. Une personne va les appeler et dira avoir aperçu Stuart dans un magasin style dépanneur dans le centre de Londres. Selon le témoin, il était très ivre et tentait d'acheter de la vodka. Il parlait aussi aux personnes entrant dans le magasin et leur demandait de l'aide pour essayer de retrouver sa petite fille. Bon, là la police va se dépêcher pour aller dans ce petit magasin, mais une fois arrivé sur place, eh bien c'était trop tard, Stuart était déjà parti. Mais là, quelques minutes plus tard, la police recevra un nouvel appel. Cette fois-ci, c'était un coiffeur qui avait son salon dans le centre de Londres et il dira que Stuart était justement dans son salon et qu'il était là aussi complètement ivre. Lorsque le coiffeur reparlera justement de ce moment où Stuart était dans son salon, il dira « Il se balançait et pleurait tout en demandant « Avez-vous vu Tia Sharp? Je suis son grand-père. » Il avait l'air ivre et a également dit « Je ne veux pas la retrouver morte dans une forêt. Je veux la trouver en train de manger un bon repas chez McDonald's. » À partir de là, la police a parcouru l'entièreté du centre de Londres accompagnée de chiens pisteurs et finalement, ils ont retrouvé Stuart allongé au sol dans des buissons dans un parc local. Il était toujours ivre et il était justement en train de boire la bouteille de vodka qu'il avait achetée un petit peu plus tôt. Évidemment, dès qu'il a été retrouvé, eh bien, la police l'a arrêté pour le meurtre de Tia Sharp. Il faut savoir qu'au même moment, Christine, donc la grand-mère de Tia, a elle aussi été arrêtée parce que la police la soupçonnait de complicité dans le meurtre ou du moins on va lui reprocher d'avoir peut-être dissimulé le crime. Mais bon, seulement 2 jours plus tard, Christine va être libérée sous caution. Par contre, la police dira que si elle avait été libérée, c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de preuves pour la garder en prison. Mais donc, même si elle a été libérée, eh bien Christine est restée sous surveillance de la police. Et en plus de ça, elle a été interdite de voir sa fille Nathalie, mais aussi ses autres petits-enfants. Je trouve ça vraiment triste parce que déjà, elle devait essayer de faire son deuil de sa petite fille en sachant que c'était son compagnon qui l'avait assassinée. Mais en plus de ça, elle était totalement seule, sans aucun soutien de sa famille. Heureusement, ça va pas durer très longtemps parce que finalement, la police va totalement l'innocenter et dira qu'elle n'était au courant de rien et qu'elle aussi, du coup, était une victime collatérale. Donc après ça, elle a pu retrouver sa fille, ses petits-enfants, mais tout de même, eh bien, ça a été de longues semaines très difficiles pour elle. Mais revenons-en à l'enquête. La police va interroger Stuart une fois qu'il sera sorti de cellules de dégrisement. C'est là qu'il va alors donner à la police une toute nouvelle version des faits. Stuart va alors expliquer que le 2 août au soir, Tia et lui jouaient ensemble dans la maison au premier étage, mais voilà, il va affirmer qu'à un moment donné, eh bien Tia avait fait une chute et avait alors dévalé tous les escaliers. Stuart va confier qu'à ce moment-là, il avait l'esprit un petit peu ailleurs parce qu'il avait fumé pas mal de cannabis et avait également bu beaucoup d'alcool. Donc il dira qu'à ce moment-là, il n'a pas vraiment réalisé que Tia était tombée dans l'escalier, il s'est
simplement assis par terre et il s'est endormi tout simplement. Il dira qu'au final il s'était réveillé le lendemain matin au lever du soleil et c'est là qu'il avait vu Tia couchée en bas des escaliers. Là les choses lui sont un petit peu revenues mais tout semblait flou, donc il s'est précipité vers Tia, mais c'est là qu'il s'est rendu compte qu'elle était décédée. Là Stuart va affirmer qu'il s'était senti extrêmement triste mais aussi très honteux d'avoir trop bu la veille pour s'en rendre compte et que dans un esprit de panique totale, il avait décidé de cacher le corps de Tia au grenier. En fait, il dira que sans trop réfléchir, il s'était dit que la meilleure des choses pour lui, c'était de faire croire que Tia avait tout simplement disparu. Donc c'est là qu'il l'avait déshabillée, qu'il avait mis son corps dans des sacs poubelles, puis il l'avait enroulé dans du ruban adhésif pour essayer que l'odeur de la décomposition future ne transperce absolument pas. Après ça, il avait donc mis le corps au grenier tout en mettant les vêtements et les lunettes de Tia dans un sac séparé. Voilà, donc ça c'est la toute nouvelle version des faits de Stuart. Ça pourrait être plausible, ça aurait pu être ce qui s'était passé, mais si on se penche sur le rapport du médecin légiste, eh bien cette version des faits est impossible. On se rappelle que le légiste avait dit que Tia était décédée par étouffement, ce qui ne correspond pas du tout à une chute dans l'escalier. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, avec ça, on peut se rendre compte que la version des faits de Stuart est fausse. Mais dans tous les cas, même sans le rapport du médecin légiste, les enquêteurs à ce moment-là savaient que Stuart mentait. Comment ils le savaient? C'est parce qu'une preuve ultime et extrêmement choquante avait été retrouvée à l'intérieur même de la maison de Christine et Stuart. En fait, lors d'une fouille de la maison, les enquêteurs vont faire une découverte extrêmement étonnante. En fait, dans le cadre d'une porte du rez-de-chaussée, ils vont retrouver nichée dans un petit trou une toute petite carte SD. Donc déjà là, c'est totalement dingue, c'est presque digne d'un film, mais clairement quelqu'un avait dissimulé cette petite carte comme ça dans le chambranle de la porte. Mais attendez, parce que les enquêteurs vont emmener cette carte SD au poste et c'est là qu'ils vont visionner ce qu'il y avait dessus. Sur cette carte, la police va alors retrouver des centaines d'images de jeunes filles et parmi ces jeunes filles, eh bien, il y avait aussi des photos de Tia. Il y avait également des photos et des vidéos montrant Stuart en train de se masturber. Une autre chose aussi qui était assez flagrant, c'est que toutes les photos de jeunes filles qu'on a pu retrouver sur cette carte SD étaient toutes des jeunes filles qui ressemblaient vraiment fort physiquement à Tia. Elles avaient toutes des cheveux assez foncés, elles avaient des lunettes et paraissaient toujours très jeunes, donc moins de 13 ans, je dirais. En fait, sur cette carte, il y avait clairement deux types de contenu. Il y avait des photos et des vidéos de Tia que Stuart avait réalisées lui-même. Et puis, il y avait les photos et les vidéos de jeunes filles ressemblant à Tia, mais ça, c'était des photos que Stuart avait été prendre sur Internet. C'était pas lui qui les avait prises. Mais en tout cas, avec ça, on voyait clairement qu'il avait une obsession pour Tia. D'ailleurs, les images prises de Tia dataient parfois de plusieurs mois, voire plusieurs années auparavant. En fait, on aurait clairement dit que Stuart la filmait depuis déjà un long moment. Pour vous donner un exemple de vidéo qu'on pouvait avoir sur cette carte SD, on avait l'impression que dans la salle de bain de la maison des grands-parents, eh bien Stuart avait dissimulé une caméra quelque part et filmait donc Tia lorsqu'elle était dans la salle de bain. Pour vous dire, il y avait par exemple une vidéo où elle était en train de s'appliquer de la crème hydratante sur les jambes. Évidemment, dans chacune d'elles, Tia ne savait pas du tout qu'elle était en train d'être filmée. Mais c'est pas tout, il y avait encore d'autres vidéos, mais c'est extrêmement dérangeant en fait. C'était des vidéos de Tia en train de dormir dans sa chambre chez ses grands-parents et en fait, on voyait que Stuart, pendant la nuit, rentrait dans sa chambre, tournait autour de son lit et filmait avec sa caméra son visage. Et puis, dès que Tia bougeait un petit peu ou quoi, il s'éloignait pour essayer de ne pas se faire voir. Donc là, avec la découverte de ces vidéos, eh bien, la police se disait à présent que le motif du meurtre était sans doute un motif sexuel. D'ailleurs, ils se rendront aussi bien compte qu'on était très loin de la simple histoire où Tia serait tombée dans les escaliers. D'ailleurs, c'est pas fini parce que les autorités vont collecter d'autres preuves allant dans ce sens. Déjà, on va apprendre que lors d'une fouille dans la maison, la police avait retrouvé un sextoy. Ils l'avaient alors emmené au laboratoire et les résultats avaient fini par arriver. À ce moment-là, on apprendra alors que sur ce sextoy, il y avait de l'ADN retrouvé et que cet ADN appartenait à Tia. Donc là encore, ça confirmait le motif sexuel du meurtre et ça confirmait aussi qu'elle avait été agressée sexuellement. Mais c'est pas tout parce que la police a également perquisitionné l'ordinateur de Stuart et en fouillant son historique, ils vont constater qu'il avait fait des recherches comme petite fille nue ou alors photo illégale d'inceste sur mineurs, mais aussi
forcés, violents ou même petite fille à lunettes. Donc rien qu'avec cet historique, on voyait à quel point il était dérangé. Mais là, je ne vous ai toujours pas dit l'élément de preuve le plus accablant, mais aussi le plus dérangeant et le plus fou. En fait, sur la carte SD, on va découvrir une dernière photo que Stuart avait prise. Sur cette photo, on pouvait voir Tia nue à quatre pattes sur un lit, mais ne montrant pas son visage. Ça veut donc dire qu'une fois que Tia était décédée, il avait manipulé son corps afin d'en prendre des photos et réaliser ses horribles fantasmes. Donc avec tout ça, on peut imaginer ce qui s'est passé. Stuart aurait étouffé Tia avec un oreiller et puis après sa mort, il l'aurait agressée sexuellement. Ensuite, il aurait caché son corps dans le grenier de sa maison et aurait fait croire à sa disparition. Donc là, au final, près d'1 an après le meurtre de Tia, le procès va enfin s'ouvrir. Là, c'est assez dingue parce que même avec la montagne de preuves à son encontre, Stuart a quand même décidé de plaider non coupable à ses accusations de meurtre. D'ailleurs, pendant l'entièreté de son plaidoyer, il a paru extrêmement confiant et il a raconté comment il jouait avec Tia et qu'elle est tombée dans les escaliers. Mais bon, une chose quand même importante à noter, c'est que pendant l'entièreté du procès, Stuart n'a jamais osé regarder Christine et Nathalie, donc la grand-mère et la mère de Tia. Le procès a en tout cas été extrêmement difficile pour tout le monde, mais évidemment encore plus pour tous les proches de Tia. Ils ont d'ailleurs été contraints de quitter la salle au moment où le contenu de la carte SD a été montré à toute la salle d'audience. L'accusation a de son côté vraiment appuyé sur le fait que Stuart avait presque élevé Tia toute sa vie, qu'il avait vraiment été son grand-père. Il l'avait connue dès son plus jeune âge et Tia lui faisait confiance. D'ailleurs, Christine et Nathalie lui faisaient confiance également et il a trahi toutes ces personnes. Voir ce qu'il a fait à Tia est d'autant plus dur à regarder quand on sait le lien qu'il avait avec elle. Mais à un moment donné dans le procès, il va y avoir un rebondissement. Stuart a en fait décidé de changer son plaidoyer. En fait, il savait qu'allait venir le moment où il allait devoir expliquer en détail la chute que Tia avait soi-disant faite dans les escaliers et il savait qu'il ne serait pas en mesure de répondre à toutes les questions des experts. Il se disait vraiment qu'il allait s'enfoncer là-dedans, que ça allait pas aller et donc il a pris la décision de retirer son témoignage et n'a plus parlé pendant la suite du procès. L'accusation de son côté a soutenu que si Stuart avait tué Tia, c'était sans doute parce qu'il lui avait fait des avances sexuelles et que sans doute elle avait mal réagi. On peut en fait imaginer que Stuart aurait eu des mots et des actes déplacés envers elle et qu'elle l'aurait peut-être menacé d'en parler à quelqu'un. C'est que des suppositions, mais on se dit que si Tia avait vraiment réagi comme ça, c'est possible que ça aurait vraiment donné l'impulsion à Stuart de l'assassiner. Finalement, le 14 mai 2013, Stuart Hazel a été reconnu coupable du meurtre au premier degré par le jury et a ensuite été condamné par le juge à la prison à perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle après 38 ans. Donc en soi, si et seulement si il sort à ce moment-là, il sera âgé de 75 ans. Mais là, vous allez peut-être me dire un truc. Il y a ce voisin qui avait dit qu'il avait vu sortir Tia de la maison de Stuart le matin du 3 août. Et c'est d'ailleurs à cause de ce voisin qu'on avait arrêté de soupçonner Stuart pendant un long moment. Alors qu'en est-il de ce voisin? Eh bien lui aussi a été jugé et évidemment on va comprendre qu'il avait totalement menti. Mais bon, on va vite comprendre que c'était pas du tout un complice ou quoi que ce soit, il était au courant de rien du tout. Simplement, il avait voulu faire son intéressant, simplement il avait voulu parler à la télé et devenir quelqu'un et donc il avait fait croire qu'il était un témoin capital dans cette affaire, mais c'est faux, il n'avait absolument pas vu Tia sortir de la maison le 3 août au matin. Donc pour ça, il a été condamné à 5 mois de prison pour perte de temps à la police. Alors aujourd'hui, la maison où Tia a été assassinée a été démolie de peur qu'elle ne devienne une sorte d'attraction macabre. À la place, d'autres maisons ont alors été construites. Je vais finir cette vidéo en vous lisant le petit mot que Nathalie avait écrit en hommage à sa fille Tia, quelque temps seulement après que son corps ait été retrouvé. Désolée bébé que cela soit arrivé. J'aurais aimé être là pour te protéger. Nous savons que tu es en sécurité maintenant et que tu es chez nous et avec nous partout où nous allons. Voilà, c'est comme ça que se termine cette très triste histoire. J'espère que ça vous aura touché, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour en barre de description si les produits Oli vous intéressent, si le calendrier de l'Avent vous intéresse. J'en ai un aussi, on pourra peut-être ouvrir ensemble nos petites cases tous les matins. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!